Les avocats Poupart-Touma. C'est la force d'une équipe spécialisée en droit policier. Engagés et faciles d'approche, ils représentent les membres de l'APPQ avec rigueur et intégrité. Partenaires de confiance depuis plus de 20 ans, ils sont là pour vous quand ça compte vraiment. Poupart-Touma, fier conseiller de l'APPQ et ses membres. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Un autre épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les coulisses de la PPQ. Salut Jeffrick. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Dominique Roberge, président de l'association. Je suis en compagnie de Jeffrick Saint-Hilaire. Oui, Jeffrick Saint-Hilaire, vice-président aux communications et à la dotation à la PPQ. Aujourd'hui, Jeff, on reçoit un de nos collègues, Monsieur Stéphane Robin. Salut. Salut Stéphane, ça va? Oui, très bien, vous autres? Yes. Stéphane, ton titre à l'association? Vice-président Santé, Sécurité du travail et Formation. Oh, ça, c'est un gros titre, ça. C'est une chaise importante. Stéphane, merci d'être là, honnêtement. C'est le fun. Plaisir. On voulait t'avoir sur le podcast avec nous autres. Tu es arrivé en novembre 2024. Fait que ça fait une couple de mois. Tu t'es installé de façon dynamique, mettons, on pourrait dire. Fait que s'il y a des gens qui te connaissent moins, on voulait que tu t'assoies avec nous autres, jaser un peu, parler de toi, parler de ton rôle, voir comment tu vois ça, puis avoir ta vision pour le département pour les 2 prochaines années. On avait fait dans saison 1 un bout avec Jean-François Veillette, qui était vice-président à ta place avant ça. Puis là, maintenant, on voulait avoir ta vision, comment tu voyais ça, puis... Parfait. Fait que depuis novembre 2024, tu es arrivé, élu à ton poste de vice-président. Tu es là pour 2 ans, Stéphane. Exact, oui. 2024 à 2026. À novembre 2026. Parce qu'il y a eu des changements. Oui, c'est ça. On a une disposition temporaire qui fait en sorte qu'il y a quelques mandats qui sont pour 2 ans, là, juste 2024-2026. Dans le fond, la moitié du conseil de direction va être pour un mandat de 2 ans, les autres pour 4 ans. Tout ça pour une saine gestion, saine gouvernance? Ben avant, c'est qu'on avait la possibilité que tout le conseil de direction parte en même temps. Fait que quand tu gères une organisation, c'est pas souhaitable. Là. Fait qu'on a décidé de décaler les élections de tout le monde, ce qui fait en sorte que à tous les 2 ans, il va y avoir des élections, mais à chaque fois, ça va être juste la moitié du conseil de direction. Fait que toi, Stéphane, la chaise de santé et sécurité, c'est une chaise qui avait été ciblée comme en étant une qui va avoir un mandat de 2 ans. Par la suite, ça va toujours être des 4 ans. Là. Fait que tu peux rester un autre 4-8 ans après ça à ta guise. Puis, fait que 2026, Stéphane, t'étais pas au conseil de direction avant novembre 2024. Conte-nous ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Puis... En fait, j'ai été délégué dans ma carrière, si on parle de la facette syndicale, là, mais je vais recommencer du début ma carrière. Je suis policier à sûreté depuis 94, octobre 94. Donc, ça fait, je suis dans ma 31e année. J'ai commencé comme policier à la Feu Sûreté municipale de Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal. J'ai fait un été là-bas, puis après ça, j'ai joint la sûreté, comme je le disais tantôt, en octobre 94. Mon premier posting, je suis un gars originaire de Montréal, fait que mon premier posting, c'était Matane en Gaspésie. Fait que je vous cacherai pas... quand même familier. C'est pas à porte à côté? Je vous cacherai pas que non, effectivement, étant un gars de Montréal, je connaissais pas ma province, mais comme pas pantoute. Puis quand on m'a donné cette affectation-là, mais j'avais sorti à l'époque, on avait des cartes papier du Québec. J'avais sorti la carte papier, puis la Gaspésie, c'était à l'endos de cette carte-là. Fait que c'était bon signe. C'était quand même pas loin. C'était quand même assez loin. Fait que c'est ça, patrouilleur en Gaspésie, pas tout à fait 4 ans. Je suis revenu dans la Montérégie à l'époque de la création des MRC. Faut se souvenir, là, on backtrack que les MRC ont été... certaines MRC ont été créées en 98. Fait que moi, j'ai bénéficié de cette refonte-là pour me rapprocher de ma famille puis tout ça. Fait que je suis transféré au mois de juillet 98 au poste de la MRC d'Acton. C'est en Montérégie, entre Saint-Hyacinthe et Drummond. Quand même, effectivement, un bon rapprochement. Ouais. Fait que de là, patrouilleur, mais pas vraiment longtemps parce que, en fait, la période estivale,
Puis quand je suis arrivé en septembre, moi, j'étais un gars qui voulait aller aux enquêtes. Je voulais faire du crime organisé. Fait que la porte d'entrée, c'était PIMS, drogue école. Fait que en septembre 98, j'étais PIMS au poste d'Acton. J'ai fait 1 an et demi comme PIMS avant qu'une chaise d'enquêteur de poste se libère. PIMS, il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas dans la sûreté, policier intervention en milieu scolaire. Tu es proche des écoles. Tu t'occupes des dossiers de drogue au travers de tout ça. Je travaillais à temps plein dans une école, dossier de violence, dossier de taxage, dossier de drogue. J'avais un directeur d'école qui était très proactif au niveau stupéfiant. Fait que ça a été une belle porte d'entrée dans le domaine des enquêtes. Après ça, enquêteur de poste, mais c'est des enquêtes générales au poste de la MRC d'Acton. Fait que je fais à peu près... On avait une problématique de véhicules volés dans ce secteur-là à l'époque. Fait que beaucoup de recels, des perquisitions là-dedans, mais bref. C'était tes premières armes au niveau des enquêtes. Là. Exactement. Fait que j'ai fait à peu près 3 ans comme enquêteur de poste. Avant d'aller... en fait, j'ai postulé, à l'époque que j'étais enquêteur de poste, j'ai postulé à la banque d'infiltration temporaire, agent double communément appelé. Ouais. Fait que j'ai fait le processus. J'ai été agent double dans la banque temporaire pendant 10 ans, plus de 10 ans. OK, fait que t'en as fait, à sortir. Ouais. J'ai fait... c'était pas une job permanente, c'était... Je continuais mes fonctions d'enquêteur, puis... À la pièce, dépendamment des mandats qu'il y avait besoin, si tu avais le profil, il appelait Stéphane. Dépendamment du profil, dépendamment de la disponibilité, puis effectivement, fait que c'était ça. Là-dedans, j'étais impliqué dans mes débuts en crime organisé, des dossiers de trafic de stupéfiants, vol de véhicules. C'est ça qui t'a donné le goût, mettons, d'aller plus loin en rentrant dans la police, moi, mon but, c'était de faire péter des portes, comme on le dit si bien. Là, péter des portes, ça veut dire défoncer des portes, puis on travaille plus nécessairement pareil aujourd'hui. Là. Il y a des évaluations. On comprend l'image. C'est vraiment d'entrer dans des perquisitions drogue, dynamiques. Armes à feu. C'est exactement ça. Fait que ça a tout le temps été mon rêve depuis que je suis en technique policière. Dans le fond, c'était mon rêve. Fait que c'était ma porte d'entrée là-dedans. Après enquêteur de poste à Actonville, j'ai appliqué au service des enquêtes sur le crime organisé, qui est communément appelé l'Escouade nationale de la répression du crime organisé aujourd'hui, l'ENERCO. Fait que c'était des dossiers de crime organisé, mais plus d'envergure, avec l'écoute électronique, avec des agents civils d'infiltration, avec des délateurs. Là, c'est... Pour les gens qui écoutent, c'est une coche en haut. Là. Exact. C'était une escouade qu'on disait nationale parce qu'on couvrait la province. L'ancien SECO. Ouais. L'ancien banditisme. Exactement. Fait que là-dedans, entre autres, beaucoup de beaux dossiers. Entre autres, je pense à Richard Vallée, qui était un ex-membre, en fait, pas un ex-membre, c'est pas vrai, c'est encore, d'ailleurs, aujourd'hui, encore un membre en règle des Hells Angels de Trois-Rivières. Ce gars-là était accusé, recherché par les autorités américaines pour un meurtre survenu à Rouse's Point dans les années 90. Il s'était enfui du Canada. En fait, il s'était rebâti une vie au Costa Rica sous une nouvelle identité. Okay. Puis, en 2003, il est revenu à Montréal. Puis, suite à une infraction au CSI, il a été intercepté par des policiers du SPVM. Puis, il s'est fait arrêter. Il a donné son identité, sa nouvelle identité. Par contre, il a été trahi par ses empreintes digitales. Donc, après ça, il avait été libéré. Vaste chasse à l'homme. Pour le retrouver. Tout le SECO avait été mis à contribution. C'était vraiment ma première vraie opération policière parce que je suis rentré en 2002 là, au SECO. Puis ça, c'est arrivé en avril 2003 à peu près. Là. Fait que, en avril 2003. Puis c'était spectaculaire. Là. Autant écoute d'urgence. C'était un des 10 criminels les plus recherchés au Canada, puis toute la quête. Fait que au terme de 3 jours de recherche intensive dans le centre-ville de Montréal, on lui a mis la main au grappin avec le groupe d'intervention de la Sûreté. Puis là, je me suis engagé dans une enquête pour un processus d'extradition parce que les Américains le voulaient en sol américain.
Fait que j'ai été impliqué là-dedans ça a duré 5 ans, là, le temps des procédures judiciaires. Ça a monté jusqu'à la Cour suprême. Puis le matin du jugement de la Cour suprême, on l'a eu première heure. Puis ben tout était setupé. L'avion l'attendait sur la piste de l'aéroport à Québec. C'était vraiment quelque chose de spectaculaire. J'en garde un très beau souvenir. Puis, ben, M. Vallée était extradé. J'ai été invité comme policier québécois à faire la liaison dans ce procès-là qui était aux États-Unis. Fait que j'ai connu un grand jury, j'ai connu la cour américaine. Là, c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience. Puis, au terme de tout ça, ben, il a été reconnu coupable par le jury de meurtre au premier degré. Puis il est toujours en prison en sol américain à l'heure où on se parle aujourd'hui. Okay. Fait que, c'est intéressant comme histoire. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait 6 ans au crime organisé dans des dossiers d'envergure comme ça. Avant de me dire que, ben là, à cette époque-là, j'ai eu des jeunes enfants. Je vous cacherai pas que c'était un job qui était demandant. Exigeant, c'est prenant. Fait que les 0-5 ans de mes enfants, je les ai vus, mais je les ai vus aussi. J'arrivais à la maison puis ils étaient couchés souvent, là, plus souvent qu'autrement. Fait que de sorte qu'en 2008, ben, le goût d'avoir plus une stabilité de famille, puis j'avais le goût aussi, là, la fibre en moi de donner au suivant. A comme apparu, puis j'avais le goût de donner mon bagage de 10 ans d'enquête, j'avais le goût de partager ça avec des jeunes. Fait que j'ai appliqué comme sergent de relève au poste de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe venait d'intégrer quelques années avant le service de police municipal. Fait que c'était une belle occasion pour moi qui avait fait de la patrouille en Gaspésie, puis qui n'y avait pas un si grand volume que ça, mais c'était une belle occasion pour moi d'aller faire de la patrouille en milieu urbain, puis de donner au suivant, justement. Transmettre tes connaissances, transmettre ton expérience. Ouais, sauf que la réalité m'a rattrapé assez rapidement. J'ai pas fait... en fait, j'ai pas fait longtemps. J'ai fait environ 15 mois. Pourquoi? Parce que la job, ça rejoignait pas mes valeurs d'arrêter des bandits, tout ça. C'était vraiment axé sur de la police. Tu revenais à ce que tu disais que tu voulais faire au début, péter des portes. Là. Ouais, je revenais à ça. Puis là, c'était des relations communautaires, c'était du CSR, c'était beaucoup axé CSR. Ça revenait pas avec le Stéphane Robin que j'étais. Donc, à cette époque-là, j'ai appliqué à surveillance physique de Montréal, le processus rigoureux de la filature. Puis au terme de ce processus-là, ben, j'ai réussi toutes les étapes conduites, la formation de 2 semaines. Puis ben, quand on m'a offert l'emploi, ben, fallait que je remette mon grade de sergent. Fallait que je me dégrade. Fait que c'est une chose que j'ai faite. J'ai jamais été attaché au grade. Moi, c'était plus l'emploi. Le titre, ça n'a pas d'importance pour moi. C'est vraiment le contenant là, de qu'est-ce qu'on fait. Fait que... Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vais prendre juste 10 secondes parce que quand je pense à l'expertise, ben, je pense entre autres à la Caisse des policiers et policières. Ils ont développé une solide expertise en lien avec notre réalité, celle des policiers. Ils comprennent les aspects bien particuliers qui sont associés à notre métier. Puis ils aussi, on le voit, ils sont fiers d'être au service de notre communauté. Exact. Puis en plus, ils ont de la formation continue pour développer leur connaissance des fonds de pension, des régimes collectifs, des avantages sociaux. Ils connaissent les contraintes, mais surtout les opportunités. Et ça, ben, ça se reflète dans le service qu'ils offrent. Par exemple, l'accompagnement lors des transferts professionnels en collaboration avec Relona. Il y a aussi le calcul de retraite personnalisé fait directement avec la Caisse par l'équipe de Sébastien Privé, un policier de la Sûreté. Et il y a un important volet d'éducation financière, des cours de préparation à la retraite, des conférences sur des sujets ciblés, bref, une foule d'outils pour aider les membres à prendre des meilleures décisions. Hey, je vous remercie tout le monde. Maintenant, on revient à l'entrevue. Fait que là, tu fais un saut comme agent fileur, tu passes de la route, là, puis tu tombes agent fileur. Exactement. Fait que là, encore là, ben, on reste dans des dossiers de crimes organisés, suivre des individus criminalisés pour connaître leurs activités, leurs relations. C'est à ce moment-là, quand tu étais à la surveillance physique, que tu deviens délégué syndical ou tu l'étais quand tu étais au SECO avant ça? Ah, je l'étais avant. Je l'étais, je vous dirais, quand je suis revenu de la Gaspésie au poste d'Acton, c'était une nouvelle MRC, fait qu'il n'y avait pas de délégué. Puis que j'ai mis mon nom, puis au terme de l'élection, j'ai été
élu délégué en 98. Fait que tu l'as été de 98 à... 2002. OK, quand même un bon bout. Ouais, jusqu'à temps que j'aille au crime organisé à Montréal. Après ça, je l'ai été plus loin dans ma carrière. OK. Fait que là, on revient, je suis à la filature, je fais 4-5 ans, puis là, j'accumule les différentes tâches, de même que j'ai remplacé le sergent. Dans le fond, j'étais responsable de l'équipe. Quand j'ai quitté la filature, j'étais responsable d'une équipe de filature. Quand j'étais deuxième, on va dire le jargon policier. Là. Deuxième, c'est lui qui remplace le sergent quand il n'est pas là, puis qui gère l'équipe, puis qui fait la liaison avec les enquêteurs. Fait que, de fil en aiguille, à force de travailler des dossiers, puis le déclic, moi, ça a tout le temps été des déclics. Ma carrière, là, ça s'est limité par des déclics. Fait qu'à un moment donné, je fais un dossier de filature. C'est un dossier d'homicide où les actions qui sont posées par les enquêteurs font en sorte que l'individu qu'on suit réagit fortement à la rencontre après la rencontre des enquêteurs. Là, je m'explique. On va faire ça bien court. Les enquêteurs vont rencontrer le sujet. Ce qu'ils disent, tout ça, je ne le sais pas, mais après... il se passe peut-être 15 minutes. Le gars sort en panique de chez eux, puis là, on se met à le suivre. Puis il fait de la contre-filature. Là. Il prend des rues, puis il s'assure qu'il n'est pas suivi. Puis il arrête dans une cour d'école, puis il s'en va dans un container à déchets, puis là, il drop un sac. Fait que ce sac-là va s'avérer plus tard, parce qu'on est allé le récupérer, s'avère être un vêtement, dans le fond, une chienne de travail, qui a servi à découper un corps. Fait que l'enquête viendra établir après que cette chaîne-là était maculée de sang, puis tous les tests, luminol et compagnie. Fait que ça a été comme un déclic. Je me suis dit, wow, aller au crime contre la personne, aller brasser des bandits, des meurtriers, puis qu'ils réagissent de même, ça m'interpelle, j'ai le goût de faire ça. Quand tu dis brasser, tu veux dire aller les faire réagir? Exactement. Pas brasser physiquement, mais... En la faisant psychologiquement. Exactement. OK, je comprends. Fait que j'applique au crime contre la personne, puis... au crime contre la personne, ben la gang qui est là, c'est des anciens collègues que j'ai connus au SECO, au crime organisé. Fait que, naturellement, je suis le bienvenu. C'est des anciens collègues. Ils me connaissent, je fais l'entrevue, je réussis l'entrevue. Puis je m'en vais au crime contre la personne. Crime contre la personne, à l'époque, on fait les enquêtes indépendantes, on fait les homicides, puis on fait toutes les opérations au filet. Fait que... là, j'ai fait 6 ans au crime contre la personne. Ça m'a permis de voyager. Je suis allé partout au Québec, dans le Grand Nord québécois. J'ai touché. Puis là, ben, naturellement... Quand on parle des crimes contre la personne, juste pour spécifier un peu, là, ça touche quoi? Ben, c'est ça, comme je disais, c'est des homicides. Oui. On faisait les enquêtes indépendantes avant la création du BEI, Bureau des enquêtes indépendantes. Avant, c'était les services de police Montréal, Québec, et nous, la partageait la répartition des enquêtes indépendantes dans la province. Exactement. Fait qu'on faisait ce type de travail-là. Puis, ben c'est ça, j'ai fait, comme je le disais, 6 ans, mais j'ai été vite étiqueté par les officiers des crimes contre la personne comme ayant un bagage de crime organisé. Fait que quand je suis allé au crime contre la personne, c'était une époque où Vito Rizzuto, le parrain de la mafia, venait de sortir de prison des États-Unis, puis il était revenu au Québec. Puis ça avait fait en sorte que pendant sa détention aux États, il y avait eu comme une petite guerre à l'interne. Il y avait beaucoup d'Italiens qui étaient comme... Ils avaient été tués, puis il y avait une guerre comme à l'interne. Il y avait une instabilité dans le crime organisé. Ouais. Fait que ça a fait en sorte que j'ai été vite étiqueté pour aller sur une équipe, un task force, une équipe de force, de frappe. Pour prendre ces dossiers-là. Pour prendre ces dossiers-là, enquêter tous les homicides de crime organisé. Et de là est né, en parallèle à ça, l'INERCO faisait un projet d'enquête majeur sur, entre autres, Greg Holy, qui est décédé aujourd'hui, mais Greg prenait beaucoup de place dans le secteur de Montréal. Fait qu'il était visé par l'opération Mago, qui était une enquête en stupéfiants. On s'est greffé à eux. Donc, avec l'escouade, avec les narcos, on a fait, dans le fond, le projet Mago qui visait une facette homicide, une facette stupéfiant. Fait que, comme je vous ai dit, j'ai fait ça une partie. On était une équipe complète, 2 ans et demi sur ce projet-là il y a un avocat qui est arrêté. Ça a été un succès. Là, gros projet. Oui, un gros projet.
Tu as eu le temps d'être délégué syndical de l'association, Steph, au travers de ça? Non, j'ai pas. Non, c'était des années où. Non, T'en as fait pas. avant? J'en ai fait avant, pendant ces périodes-là OK. d'enquête majeure. Là, non. Là, tu nous parles, je vois que tu as un bagage incroyable, un parcours incroyable. Tu dis souvent, c'est des déclics. Comment se fait que. C'est quoi le déclic qui fait que tu te ramasses au syndicat? Ben, en fait, le déclic, c'est quelqu'un à l'interne qui m'a appelé à l'été 2024, me disant que la chaise de VP qui est occupée par Jean-François Veillette, qui est un ami, j'avais travaillé avec Jean-François au crime contre la personne, je connaissais très bien Jean-François. Fait que c'est ça, sa chaise se libérait, fait qu'à l'interne, je me suis fait demander pourquoi tu ne mettrais pas ton nom à santé sécurité, puis c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Fait que c'est en période estivale, fait que pendant mes vacances, j'ai mûri j'ai réfléchi à la proposition, puis ça venait encore là, je parle de déclic, ça venait toucher à mes valeurs. La santé sécurité, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je me suis tout le temps impliqué pour mes collègues. J'ai tout le temps... J'ai travaillé dans ces types d'enquêtes-là, on n'avait pas le choix de travailler sécuritairement. Ça l'impliquait souvent le groupe d'intervention. Fait que la sécurité des membres, ma sécurité, la sécurité de mes partenaires, ça a toujours été important. Puis là, je voyais une opportunité de, encore là, mettre à profit mon bagage, mes connaissances, puis peut-être faire un changement pour la génération future. Stéphane, tu as pris un moment pour y penser. Tu t'es fait appeler, tu as réfléchi à ça, tu as pris un bout pendant l'été, tu as parlé à des gens. Pourquoi tu as décidé d'embarquer? En fait, il y a des trucs qui ont fait en sorte que ça venait toucher à mes valeurs, la sécurité, puis tout ça. Puis, je suis pas sans le cacher, je n'en ai parlé tantôt dans ma réflexion. Ben, ma fille, j'ai une fille qui étudie en technique policière qui va être bientôt... je le souhaite policière à la sûreté également. C'est une bonne raison. Très bonne raison. Puis dans mon cas, ça va être une 3e génération. Fait que mon père était policier à la sûreté. Oh. J'ai fait carrière à la sûreté. Fait que on va espérer qu'elle aussi continue sur cette belle lancée-là. Je te le souhaite et je lui souhaite. Puis ben c'est ça. L'avenir, dans le fond, un père qui veut s'occuper de la sécurité de sa fille puis de la génération de sa fille. C'est une bonne motivation. Oui, exactement. Je pense à la génération future, puis tu sais, je n'ai parlé précédemment, j'ai tout le temps voulu donner au suivant. Ben, c'était je pense que la boucle de venir à l'OPPQ, d'être proche, de pouvoir faire un changement, parce que oui, je peux faire un changement. Je pense que ça finit bien une carrière qui va m'avoir amené à 32 ans de service à la sûreté. Je pense que ça va être une belle clôture. Parce qu'en tant qu'ancien délégué, tu en avais fait fin 90, début 2000, mais tu en as refait ailleurs dans ta carrière des années comme délégué. Ouais. Tu étais au fait de certains enjeux en santé-sécurité à l'association, tu sais, quand tu assistais au congrès. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux de santé-sécurité qui étaient abordés, qui étaient soulevés par les délégués, beaucoup de questions là-dessus. Fait que tu savais dans quoi tu t'en allais à peu près. Là. Puis tu t'en avais parlé avec Jean-François Veillette aussi. Oui, puis tu sais, tu me parles tantôt, là, oui, j'ai été délégué à la fin des années 90. Il s'est passé un bon moment, là, une dizaine d'années, quand j'étais sur des escouades où j'avais pas le temps de m'impliquer là-dedans. J'en avais plein mes bottines. Mais en 2019-2020, j'ai été délégué à surveillance physique, puis protection de témoins. Dans le fond, ça chapeautait délégué surveillance, infiltration, protection de témoins. Fait que c'est là où j'ai été impliqué. Puis j'ai été un peu, en quelque peu, impliqué un événement malheureux à surveillance physique où un enfant était décédé, impliquant un membre de la surveillance. Fait que j'étais délégué, pas lors de l'événement, mais la suite. Fait que j'ai eu à m'impliquer comme délégué dans un peu tout ce qui est la formation de la surveillance physique auxiliaire, puis tout le kit. Le suivi de exactement. Tout ça par la suite. OK. Là, tu fais le saut, tu deviens vice-président, là, comme on dit, depuis novembre. Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu en penses? C'est toute ta vision que tu es arrivé un peu de l'extérieur. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Comment tu vois maintenant ton rôle que tu fais présentement? Bien, en fait, je savais un peu dans quoi je m'embarquais parce que je connaissais Jean-François Veillette.
Je savais que lui avait piloté suite au décès de Maureen Bro, qui est impliqué dans différents sous-comités. Puis il y avait entre autres les vestes par balles. Fait que j'ai pris comme la balle au bon, puis je suis arrivé avec au moment du déploiement de ces vestes par balles, des nouvelles vestes par balles. Fait que j'ai été impliqué dans la facette de déploiement. D'ailleurs, j'assure le suivi de ce déploiement-là qui soit fait de façon sécuritaire. Puis il y a certaines normes qui font en sorte qu'il y a eu un ordre chronologique de points de service, de centres de service qui sont ciblés. Fait que... Parce que Stéphane, pour remettre tout le monde dans le contexte, en santé-sécurité, la majeure partie des enjeux se traitent de façon paritaire. La loi sur la santé-sécurité au travail fait en sorte que, comme association syndicale, on doit être impliqué dans les différents dossiers en matière de santé-sécurité. C'est exact. Fait que c'est tout fait en paritarisme, ces différents comités-là. Puis d'autant plus qu'on avait le nouveau contrat de travail avec des nouvelles normes pour les véhicules. Puis là où ça c'est venu me rejoindre aussi, c'est que depuis 2023, j'étais revenu sur les opérations policières, vraiment sur le terrain. J'étais sergent gestionnaire sur une équipe d'intervention au crime organisé, communément appelée l'EICO. Fait que notre mandat, on relevait de la boîte du renseignement. Notre mandat, c'était de la cueillette de renseignements dans des événements de crime organisé. Puis on faisait des visites de bord, justement, en renseignement crime organisé. Puis c'est là où j'ai vu, en fait, là, je vais parler de ça parce que c'est quelque chose qui était un de mes déclics, la flotte automobile de la Sûreté. Ah ouais. L'état de la flotte automobile de la Sûreté, qui était, certains véhicules sont en piètre état. Fait que j'avais le goût de m'impliquer là-dedans, puis de mettre ma sauce, puis d'essayer de faire changer ça. Puis d'ailleurs, on l'a bien vu, là, il y a eu une journée dite d'inspection nationale là, qui a été faite. Puis on a vu l'envergure que ça a pris, la grosse planification, parce que, on le rappelle, on couvre l'entièreté du Québec. On voit que tu as chapeauté ce dossier-là pour mener à bien, pour faire les inspections, pour voir ce qui ne fonctionnait pas avec nos véhicules. Oui, je te dirais que même je pense que je suis venu déstabiliser un peu la Sûreté parce que je l'ai pris un peu comme avec mon bagage. Cette opération-là qui se voulait dans le fond simplement qu'un respect de notre contrat de travail qui stipule qu'à 7 ans, un véhicule doit être retiré de la route, chose à laquelle la Sûreté n'était pas au rendez-vous. Puis qu'en vertu de la loi, comme représentant en prévention, on peut faire de l'inspection. Exact. Puis il y avait un directeur qui en avait fait puis qui avait observé des trucs troublants sur des véhicules, puis ça m'interpellait. Puis là, l'idée de le faire à gauche puis à droite, ça n'a pas le même impact que tu fais une frappe, un impact de force provincialement. Ben, je te dirais que pendant des semaines, l'employeur m'appelait, puis je me suis fait poser bien des questions, pourquoi je faisais ça. Puis, mais le but étant de vraiment donner des outils sécuritaires aux membres. Puis je pense que le véhicule automobile, le véhicule de patrouille, c'est l'outil premier d'un patrouilleur après le crayon. Là, c'est l'outil de déplacement, c'est avec quoi on répond aux appels d'urgence. Fait que on peut-tu le faire de façon sécuritaire? Ben, moi, j'en fais un de mes chevals de bataille. Puis on a décidé d'adopter une stratégie de diffuser, de partager les résultats de ta journée d'inspection, d'en parler avant, d'en parler lors de la journée, d'en parler par la suite. On avait un mandat de sensibilisation des membres aussi, parce que dans certaines inspections, il y a des choses à améliorer. Tu sais, on veut travailler sur l'aspect prévention aussi, parce que nous, comme association, on a une obligation. Mais quand on parle à la CNESST, ils nous disent qu'en cas de catastrophe, il y a le travail des membres, il y a le travail de l'association, des représentants en prévention, puis de l'employeur aussi qui va être observé. Fait qu'on veut s'en servir pour faire des rappels aux membres aussi. Ben, il y a un rôle d'éducation aussi avec les... En fait, tu sais, je me considère comme une vieille police, là. Il y a des choses qu'on faisait à l'époque, malheureusement, j'ai constaté qu'il ne se fait plus nécessairement. Les fameuses inspections du dimanche, c'est pris, je pense, à la légère présentement. Puis, ben, je le martèle. Moi, quand je me présente d'un MRC, d'un poste, ben, je l'ai fait dernièrement à Drummondville. Je le fais tout le temps quand je sensibilise
les jeunes, je vais les appeler comme ça, là, parce que... Ils sont tous plus jeunes que sont toi, tous plus jeunes que moi. Ben, tu sais, c'est ton outil de travail. Fait que si t'en prends pas soin, ben, on a un problème. Fait que... Puis, tu sais, l'imputabilité revient quand même aux membres aussi. Tu constates que ton véhicule, il est pas en état, ben, rapporte-le au boss, puis... Mais il le singe sur l'épaule, c'est son bout à lui, là. Stéphane, tes dossiers prioritaires, fait que tu as parlé de veste pare-balles, tu as parlé de véhicule. Ensuite de ça, dans le titre de ta fonction, tu as un autre volet aussi? Ben, en fait, je suis les travaux suite au décès de Maureen Brault. Il y a des comités, fait que je suis impliqué dans ces comités-là. L'évaluation du risque, on pense entre autres à un document qui est intitulé Évaluation du risque. J'ai connu ce document-là. Aux enquêtes. Est-ce qu'il sera au moment de la diffusion de notre podcast, est-ce qu'il sera en vigueur? Je ne le sais pas. Je le souhaite, mais c'est un document qui va faire en sorte que il va y avoir des évaluations du risque avant des interventions ciblées. Fait que je suis ces projets-là, le déploiement des vestes pare-balles, mais je vous dirais, là, mon grand cheval de bataille, c'est vraiment les véhicules. Je veux sensibiliser les membres, je veux sensibiliser l'employeur aussi, parce que l'employeur a un rôle à faire. Quand il envoie un véhicule au garage, faire son entretien préventif, ben je constate là qu'il n'y a pas de contrôle qualité qui se fait vraiment. On laisse ça dans les mains d'un mécanicien, puis ben tout le monde se fie au mécanicien. Mais le mécanicien, s'il n'est pas consciencieux ou s'il ne regarde pas tous les points, ça revient que c'est nos membres, c'est nous autres qui est en danger. Fait que j'essaie de mettre un nouveau mécanisme avec le nouveau contrat de travail. Il y a des travaux qui se font dans l'annexe L pour les véhicules. Fait qu'il y a tout le mécanisme des véhicules qu'on va revoir avec des ingénieurs même pour la solidité de la carrosserie. C'est un véhicule de patrouille, c'est des monocoques. Fait que c'est ça. Je vous dirais, là, c'est mon gros dossier. Chose certaine, Stéphane, c'est que dans ton département, les dossiers sur lesquels tu travailles, ça touche directement les membres. Ça touche directement le quotidien des membres, la sécurité, le day-to-day, le véhicule, l'équipement, les vestes. Là, toi, tu es vraiment là, dans le quotidien des membres. Là, puis on est content de t'avoir parce que tu le prends à cœur puis ça paraît. On le voit. Tu sais, tu l'as pas dit, mais c'est un choix personnel que tu as fait. Tu aurais pu ne pas venir. Là, toi, tu le fais. Oui, tantôt, tu le racontes parce que tu veux bien le faire, mais tu aurais pu prendre soit ta retraite, soit un peu continuer ta carrière. Mais tu dis, gars, moi, je vais le prendre, je vais le faire, je vais faire un bout, puis je vais le faire comme il faut. On le voit dans ce que tu dis présentement. Pour un gars que ça fait pas tant d'années qu'il est aux commandes du département, tu t'es vraiment impliqué, tu t'es vraiment imprégné de ce qu'est la CNSST, la SST. Je te trouve très bon. Ben, merci. Effectivement, quand je prends quelque chose dans mes mains, ben, je vais à fond. Puis ceux qui me connaissent pas, il y en avait qui me connaissaient pas à partie patronale, ben, ils s'en sont rendus compte rapidement que si je dis quelque chose, je vais aller au bout de... Merci Stéphane. On va mettre ton adresse courriel dans la description de l'épisode. S'il y a des gens qui ont des choses, des fois particulières à te rapporter ou des choses qu'ils veulent porter à ton attention, là, souvent ça passe par la structure, les délégués, les directeurs, mais s'il y a de quoi des fois de particulier, vu qu'on discute avec toi présentement, on mettra ton adresse courriel. On va mettre aussi en lien ce qui a déjà été fait, l'inspection qui a été faite. Donc vous allez pouvoir le voir. Dans le fond, on avait fait des parutions qu'on avait faites sur les réseaux sociaux, donc vous aurez les liens pour ça. Ensuite de ça, je vous invite à réécouter les autres épisodes des podcasts qu'on a fait. Dites à vos amis, à votre famille, d'aller voir nos podcasts, hein, parce que c'est intéressant. Vous voyez, on essaie de trouver des sujets. Si jamais vous avez des commentaires à nous donner ou vous avez des suggestions à faire, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. On en a eu des bonnes. À l'adresse... commentaire à commercial appq-sq.com. Merci, Jeffrey. Merci, Dominique. Moi, Dominique, j'aimerais juste rappeler en terminant pour mon bout, là, c'est que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ouais. C'est pas parce que je suis vice-président, j'ai beau avoir les meilleures volontés, les meilleures idées, mais si les gens me suivent pas, si les gens s'impliquent pas, ben, j'y arriverai pas. Fait que la sécurité, les boys and girls, c'est l'affaire de tous. Je vous demanderai de vous impliquer parce que il en dépend de votre sécurité, puis il en dépend de la sécurité de la personne qui est assise à côté de vous dans le véhicule, puis de la relève qui va vous suivre, ou le patrouilleur ou l'enquêteur qui va prendre votre véhicule après. Ouais, voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur mot de la fin.
Bon mot de la fin, bon close, Steph. Merci beaucoup pour ta présence, bien apprécié. Merci tout le monde. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. À bientôt. Un autre épisode qui sort à chaque semaine. N'oubliez pas de nous suivre. Vous pouvez vous abonner. À la semaine prochaine.